Le terrorisme en Libye, source du djihadisme dans plusieurs pays du Sahel, les chefs d'État africains ont débattu de ce sujet au Forum de Dakar. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les parents des 43 étudiants disparus fin septembre et probablement massacrés par un cartel de l'État de Guerrero ont accusé mardi le gouvernement mexicain de réprimer leur mouvement. Une déclaration faite à la presse à la suite d'une manifestation devenue violente en fin de semaine à Chilpancingo. Je vous propose ici un extrait de leur déclaration. Nous exigeons la fin de la persécution, la fin des mauvais traitements, la fin de cette politique, de ce scénario de répression, d'un scénario selon lequel se prépare une sortie répressive. Depuis 3 jours, on perçoit une stratégie autour du mouvement pour la présentation en vie de nos disparus qui a pour but de persécuter, de criminaliser tous les collectifs qui se solidarisent. Nous pensons que notre mouvement est plus que pacifique, c'est l'union de tout le peuple, c'est la communion du peuple, la souffrance s'est généralisée, pas seulement à Guerrero, mais partout dans le pays et dans le monde. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral est en train de perdre le contrôle de la situation et n'arrive pas à trouver une seule piste pour les jeunes disparus. Avec plus de 80 détenus, selon eux, presque 3 mois de recherche, c'est comme si on en était au premier jour. En Haïti, pays le plus pauvre du continent, une nouvelle manifestation a été organisée hier contre le président Michel Martelly. Cette manifestation a eu lieu à Port-au-Prince mardi. Les manifestants ont affiché leur ras-le-bol quant à la non-tenue d'élections législatives et municipales dans le pays depuis plus de 3 ans. Les Haïtiens ont soif de liberté et le clament haut et fort à Port-au-Prince. Descendus par milliers dans les rues mardi, à l'occasion du 24e anniversaire des premières élections libres et démocratiques organisées dans le pays, ils scandaient des slogans hostiles au président Martelly dont ils réclament le départ. La démission du Premier ministre Laurent Lamotte dimanche dernier n'aura donc rien changé dans ce pays en pleine crise politique. Une crise née de la non-tenue depuis plus de 3 ans d'élections législatives et municipales. Le président Martelly et son Premier ministre démissionnaire ne sont pas parvenus à organiser de scrutin fin octobre comme ils l'avaient envisagé et le mandat du Parlement prend fin le 12 janvier prochain. Passé cette date, un vide politique sera créé dans le pays, ce qui permettrait au président Martelly de diriger le pays seul en agissant par décret. Ses opposants l'accusent alors de vouloir instaurer doucement une nouvelle dictature en Haïti. Les États-Unis, qui suivent de près ces événements, ont de nouveau réclamé vendredi la tenue d'élections le plus rapidement possible. Une information en bref dans cette édition, la ministre Janira Almada, élue présidente du Parti africain pour l'indépendance au Cap-Vert au pouvoir. À 36 ans, elle devient la première femme à diriger cette formation en obtenant 51,24% des voix. Janira Almada, actuellement ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et du Développement des Ressources humaines, succède à ce poste à l'actuel Premier ministre et chef de l'exécutif, José Maria Neves. Elle sera la candidate du parti lors des élections législatives prévues en 2016 dans cet archipel luxophone au large du Sénégal. Elle aura également pour mission de faire gagner son parti à l'élection présidentielle et à des élections locales prévues la même année. Un autre élément dans cette édition, la Côte d'Ivoire en pleine reconstruction vient d'inaugurer un nouveau pont à Abidjan.
D'une longueur de 1500 mètres, le pont nommé HKB pour Henri Konan Bédié est considéré comme le symbole de l'action du président Alassane Ouattara qui, en relançant économiquement la Côte d'Ivoire, souhaite aboutir à la réconciliation d'un pays ayant connu une décennie de crise politico-militaire. Le président Alassane Ouattara a inauguré mardi le colossal 3e pont enjambant la lagune d'Abidjan. L'inauguration de ce chantier phare, pour celui qui est candidat à sa propre succession, intervient moins d'un an avant la présidentielle d'octobre 2015. Je voudrais que le pont Henri Konan Bédié nous rappelle à tous que, unis, confiants et en paix, nous pouvons transformer notre pays. Nous pouvons le rendre encore plus grand, le faire rayonner par-delà nos frontières, en apportant bien-être et fierté à chacun et à chacune de nos compatriotes et de toutes les populations vivant sur le sol ivoirien. L'ouvrage, prolongé par une rocade vertigineuse, a coûté au moins 270 millions d'euros, financé dans le cadre d'un partenariat public-privé. L'entreprise française Bouygues a assumé la grande majorité des travaux. Moteur de la croissance régionale, la Côte d'Ivoire se relève d'une histoire récente, mouvementée, mais riche de multiples promesses. Le pont Henri Konan Bédié en est l'emblème et je suis très fier que notre groupe ait participé à cette belle réalisation. Le pont porte le nom de celui-là même qui avait initié les travaux alors qu'il était encore au pouvoir dans les années 90. Principal allié du chef de l'État, Henri Konan Bédié, qui a récemment appelé les militants de son parti à voter de nouveau pour Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle, a redonné les mêmes consignes à l'occasion. Cet ouvrage révolutionnaire vaut à lui seul 2 mandats présidentiels pour son grand réalisateur. Le 3e pont est considéré comme le symbole de l'action du chef de l'État qui, en relançant économiquement la Côte d'Ivoire, souhaite aboutir à la réconciliation d'un pays qui a connu une décennie de crise politico-militaire. Les États occidentaux ont été exhortés mardi par les présidents tchadiens, maliens et sénégalais à achever le travail en Libye. L'action consisterait à intervenir contre le sanctuaire djihadiste installé dans le sud du pays et qui menace tout le Sahel. La création d'une force de réaction rapide en Afrique a été saluée par le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. La Libye a été aussi mise en relief au cours du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Les chefs d'État africains trouvent en la Libye le terreau du terrorisme et de tous les malfaiteurs. D'après le chef de l'État tchadien Idriss Déby, le Mali est la conséquence directe de la destruction et du désordre libyen. Il en est de même pour Boko Haram. Idriss Déby a vertement accusé l'OTAN d'être responsable du désordre créé en Libye et les Nations Unies ne sont pas innocentes pour avoir donné leur quitus en 2011. Il revient donc à l'OTAN de ramener l'ordre dans ce pays. Le rétablissement de la sécurité au Sahel dépend donc de la résolution du problème en Libye. Avant lui, les présidents maliens et sénégalais ont aussi insisté sur la menace que constituent pour la région le djihadisme et les trafics transfrontaliers en tout genre en provenance du sud de la Libye aux confins de l'Algérie, du Niger et du Tchad. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a concédé que la question restait entière. Il trouve indispensable que tous les pays africains s'unissent pour mieux s'organiser. L'Afrique a besoin d'une capacité de réaction rapide. Et grâce aux efforts de l'Union africaine, monsieur le commissaire, elle est sur la voie de s'en doter avec la CARIC, et c'est une avancée significative. Mais l'Afrique a aussi besoin d'un mécanisme pour anticiper les crises, pour les prévenir, pour les comprendre. Et sans vision partagée de la menace, on ne peut organiser une réponse militaire efficace. Sans prise de conscience commune sur l'urgence à agir, on ne peut espérer être au rendez-vous. Mais la France se refuse pour l'heure à toute option militaire dans un certain nombre d'appuis internationaux. Elle plaide dans l'immédiat pour un règlement politique en Libye où 2 gouvernements rivaux se font face et où les islamistes radicaux gagnent toujours du terrain.
L'épidémie d'Ebola sévit toujours en Afrique de l'Ouest depuis bientôt 1 an. Elle a déjà tué 6 583 personnes pour un total de 17 942 cas recensés sur le continent. En Sierra Leone, la maladie progresse toujours et malgré toutes les mesures de précaution prises, la situation n'est toujours pas stabilisée. Les détails. Ebola, l'épidémie qui a semé l'épouvante en Afrique de l'Ouest. 6 583 personnes sont décédées sur plus de 18 000 cas recensés. L'épidémie a éclaté en Guinée il y a maintenant 1 an et s'est propagée au Libéria et en Sierra Leone il y a 6 mois. La réaction de l'Organisation mondiale de la santé et de la communauté internationale a parfois été jugée tardive, mais depuis septembre, les efforts sont visibles. Aujourd'hui, afin de pouvoir éradiquer le virus, la seule solution reste la prévention et le renforcement des équipes médicales sur place. Notre meilleure chance est maintenant de compter sur les comportements, les attitudes, la mobilisation des communautés, les traitements, les enterrements sûrs et dignes. Puis il nous faut renforcer les systèmes de santé, ainsi que les systèmes communautaires, de sorte que dans le moyen et long terme, nous renforcions les capacités de résister aux chocs quand ils arrivent. L'ouverture de nouveaux centres de traitement et les strictes mesures sanitaires semblent porter leurs fruits. Au Libéria et en Guinée, la situation est pour le moment stabilisée. Le nombre de cas par semaine est passé de 500 à 200. Mais la Sierra Leone voit le nombre de cas augmenter, surtout dans la capitale Freetown. Plus de 500 cas ont été enregistrés la semaine dernière. Du côté des traitements et vaccins, 2015 pourrait réserver de bonnes surprises. 3 grands groupes pharmaceutiques sont sur les rangs avec 3 produits différents. Ces vaccins sont encore en phase expérimentale mais pourraient bien évidemment être la meilleure solution pour éradiquer le virus. S'il y avait un vaccin pleinement efficace qui protège sur une assez grande échelle, cela devrait être suffisant pour arrêter la transmission. C'est ce que nous pouvons voir dans de nombreuses infections. Nous avons des vaccins pour les enfants si suffisamment de personnes sont vaccinées. Mais n'oubliez pas que le taux de transmission du virus Ebola est inférieur à d'autres infections. Du coup, cela ne serait pas nécessaire de vacciner l'ensemble de la population pour arrêter les transmissions. En attendant l'arrivée des vaccins dans les pharmacies, les ONG doivent continuer leurs efforts sur place. L'UNICEF a demandé 500 millions de dollars pour lutter contre la propagation du virus. En Égypte, c'est la psychose dans le rang des activistes politiques. Désormais, dans les transports en commun, les discussions sont chuchotées car certains citoyens zélés jouent aux indiques dans les lieux publics. L'inquiétude règne lorsqu'il s'agit surtout de parler politique et de critiquer le régime du président Abdel Fattah al-Sisi. Dans les rues du Caire, parler politique devient de plus en plus dangereux. Pour ces dizaines de manifestants qui soutiennent le régime, ce n'est pas un problème. Mais pour tous les autres, il faut désormais baisser la voix et trouver des lieux sûrs. Maintenant, je préviens mes amis et les révolutionnaires de ne pas parler de politique dans les transports publics, dans les rues ou même dans les cafés. Des mesures de précaution pour éviter d'être dénoncés. L'arrivée au pouvoir du maréchal Sisi a rimé avec le retour de la répression. Et de nombreux Égyptiens jouent un rôle d'indiques informels et peuvent dénoncer leurs voisins de table ou de banquette de bus à la moindre critique. Un phénomène encouragé par certains médias pro-Sisi. Ce qui pousse le citoyen à dénoncer vient de tout ce que répètent les médias, qu'à chaque fois qu'ils dénoncent quelqu'un, cela protège le pays d'une influence étrangère ou d'une 5e colonne intérieure. De très nombreux dirigeants des Frères musulmans, le parti de l'ancien président islamiste Mohamed Morsi, ont été ainsi arrêtés et condamnés. Mais également de jeunes laïcs et anciens révolutionnaires. Un climat d'inquiétude permanente dans un pays où des soldats ou policiers sont déjà présents à tous les coins de rue. Celui qui descend dans la rue est arrêté à cause de la loi anti-manifestation. Celui qui exprime son avis est surveillé. Donc moi j'essaie d'être prudent sur ce sujet. J'attends de voir si ça continue ou pas. Dans ce contexte de tension, les autorités égyptiennes ont reconnu que le nombre de dénonciations a augmenté depuis 1 an. La répression des partisans de Mohamed Morsi a fait plus de 1400 morts depuis son éviction et 15 000 personnes ont été arrêtées.
Des dizaines d'activistes laïcs se trouvent également derrière les barreaux. C'est sur cet élément que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme en notre compagnie.